Il y a un truc que je trouve toujours très intéressant, c'est de comprendre comment un artiste s'y prend pour produire ses œuvres, quelle est sa méthodologie en fin de compte pour par exemple écrire un livre, peindre un tableau, faire une sculpture, etc. Le problème c'est que souvent avec les artistes dits classiques qui font partie de l'histoire entre guillemets, on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur leur méthode de création parce qu'ils n'ont pas forcément laissé de témoignages à ce sujet. Mais ça, c'est pas le cas d'Edgar Allan Poe qui avait une conception très personnelle de la créativité, en décalage avec bon nombre de ses contemporains d'ailleurs, et qui s'est avéré beaucoup plus bavard qu'eux dans le sens où il nous a livré, lui, ses secrets de fabrication. En fait, en 1846, il écrit un essai d'une vingtaine de pages intitulé La philosophie de la composition et que Baudelaire traduira en français en 1864, soit une vingtaine d'années plus tard, sous le titre La genèse d'un poème. Et c'est de ce texte dont on va parler dans cette vidéo parce que dedans, Poe y explique le processus très précis qu'il suit pour écrire un poème ou plus généralement une histoire, en plus d'évoquer sa vision de la création littéraire marquée par le fait qu'il adopte une position très catégorique, il ne croit pas en l'inspiration. Il considère que l'inspiration, le hasard n'ont pas leur place dans ses méthodes de composition. Pour lui, écrire un poème, écrire une histoire, c'est seulement une affaire de travail et de méthodologie. Bien entendu, il est conscient qu'en disant ça, il navigue totalement à contre-courant d'un mythe bien ancré à son époque et qui a toujours une certaine vigueur aujourd'hui, le mythe de l'artiste qui tire toute sa grandeur de son inspiration, venu d'on ne sait où et qui fait de lui un être supérieur à tous les autres. En gros, l'artiste dispose d'une sorte de don, il a la capacité d'être inspiré, et lorsqu'il est inspiré, il crée un peu comme par magie, et tout ce qu'il fait est génial. Mais ça, c'est une vision qui déplaît profondément à Poe, comme il l'écrit pour expliquer l'intention de son essai. Mon dessein est de montrer qu'aucun point de la composition ne peut être attribué au hasard ou à l'intuition, et que l'ouvrage a marché pas à pas vers sa solution avec la précision et la rigoureuse logique d'un problème mathématique. Et à vrai dire, c'est assez amusant, je trouve, de voir que Poe adopte une démarche si méthodique, oserais-je dire cartésienne de la création littéraire parce que, en même temps, dans l'esprit collectif, il incarne peut-être mieux que personne l'image du poète-artiste particulièrement inspiré. On pourrait même le qualifier d'artiste maudit puisqu'il est mort dans des circonstances très obscures à l'âge de seulement 40 ans, en 1849, et que ses œuvres elles-mêmes abordent des thématiques très sombres, souvent en lien avec la mort, la folie ou encore le surnaturel, si bien qu'elles pourraient laisser penser, à première vue, que leur auteur, idéologiquement, s'inscrivait lui aussi dans une sorte de mouvance un peu mystique. Pourtant, comme je l'ai dit, il n'en est rien, Poe est catégorique là-dessus. Pour lui, la création littéraire n'a rien à voir avec l'inspiration, et d'ailleurs, il estime que si tant d'auteurs choisissent d'entretenir le mythe de l'artiste inspiré, c'est surtout pour une question d'ego. Beaucoup d'écrivains, particulièrement les poètes, aiment mieux laisser entendre qu'ils composent grâce à une espèce de frénésie subtile ou d'intuition extatique, et ils auraient positivement le frisson s'il leur fallait autoriser le public à jeter un coup d'œil derrière la scène et à contempler les laborieux et indécis embryons de pensée. En disant ça, il me fait d'ailleurs penser à Albert Cohen, l'auteur de Belle du Seigneur, parce que j'avais lu justement que Cohen avait détruit volontairement tous ses manuscrits pour laisser aucune trace de ces embryons de pensée, comme les appelle Poe, peut-être parce que justement, entre un brouillon et un texte imprimé, il y a parfois un très long chemin de correction qui s'opère, au point qu'à la fin, on risque peut-être de trouver la première version comme étonnamment ridicule ou mauvaise, et sans doute que certains auteurs, en effet, seraient mal à l'aise à l'idée de devoir révéler ces brouillons. Néanmoins, ce qui est amusant aussi, pour en revenir à ce que je disais précédemment, c'est que Baudelaire, qui admirait profondément Poe et qui a traduit plusieurs de ses textes, doutait lui-même un peu du fait que Poe n'était finalement pas si inspiré que ça. Il écrit d'ailleurs dans la préface de sa traduction pour parler de Poe, mais il aimait aussi le travail plus qu'aucun autre, il répétait volontiers, lui, un original achevé, que l'originalité est chose d'apprentissage. Le hasard et l'incompréhensible étaient ses deux grands ennemis. S'est-il fait par une vanité étrange et amusante, beaucoup moins inspirée qu'il ne l'était naturellement? A-t-il diminué la faculté gratuite qui était en lui pour faire la part plus belle à la volonté? Je serais assez porté à le croire, quoique cependant il ne faille pas oublier que son génie, si ardent et si agile qu'il fût, était passionnément épris d'analyse, de combinaison et de calcul. Bon, je vous dirai à la fin de cette vidéo, quand on aura un peu plus étudié les conceptions de Poe sur la création littéraire, ce que je pense de tout ça, c'est-à-dire de l'opposition entre le travail et l'inspiration. Néanmoins, pour l'heure, ce que je vais faire, c'est extraire de cet essai de Poe, La genèse d'un poème, des conseils, des principes d'écriture qui, d'une part, vont nous permettre de préciser les idées de Poe sur la création littéraire, et en même temps, peut-être, pourront vous aider à repenser la manière dont vous composez un poème ou une histoire. Je le précise aussi pour que vous ne soyez pas perdu, mais dans son essai, pour montrer son processus de création, Poe prend l'exemple de l'un de ses poèmes les plus célèbres et il revient sur chaque étape de sa composition pour montrer toutes les questions qu'il s'est posées et qui lui ont permis de l'élaborer petit à petit de façon presque rationnelle. Ce poème il s'intitule Le Corbeau et c'est un texte qui raconte comment un homme, une nuit, est réveillé par un corbeau qui frappe à sa porte. L'homme est dans un état de tristesse prononcée parce que sa fiancée est récemment décédée et il se met à poser des questions au corbeau d'un air désespéré qui lui répond à chaque fois
fois jamais plus. Ce qu'on peut dire, c'est que le poème représente bien le style de Poe puisqu'il a une esthétique très sombre, il parle de la mort, tout le long il y a une sorte d'ambiguïté qui questionne le réel également, comme l'histoire a lieu la nuit, que le narrateur est triste, on ne sait pas trop s'il est en train de rêver ou si au contraire le corbeau est vraiment là, qui prononce vraiment ces mots. Bref, le poème a un petit côté quand même insaisissable, même s'il délivre plutôt bien au lecteur le sentiment pour lequel il a été écrit, c'est-à-dire un sentiment de chagrin à l'égard d'une personne disparue. Petite précision, si jamais vous lisez le poème, d'ailleurs je vais vous mettre dans la description un lien Wikisource où vous pourrez retrouver à la fois le poème mais aussi l'essai de Poe traduit par Baudelaire avec sa préface. Poe a écrit Le Corbeau en vers avec des strophes, donc en anglais il a vraiment l'apparence d'un poème, mais Baudelaire l'a traduit en prose dans le sens où dans sa version les vers et les rimes disparaissent, la seule chose qui reste de la forme ce sont les strophes qui deviennent des paragraphes. Je dis ça pour que vous ne soyez pas surpris, en anglais l'histoire prend vraiment la forme d'un poème, en français dans la version en prose de Baudelaire vous aurez peut-être plus l'impression de lire une histoire qu'un poème avec tous ses artifices habituels. Néanmoins, ça ne veut pas dire que Baudelaire a mal traduit le texte, mais plutôt qu'il a choisi, certainement pour des raisons artistiques, de s'affranchir des vers et des rimes qui n'étaient peut-être pas totalement nécessaires dans le fond, et qu'il a préféré se concentrer sur le fond justement, sans doute, je pense, pour restituer le mieux possible l'esprit de l'œuvre originale. Ça peut paraître assez paradoxal, mais parfois c'est en prenant ouvertement des libertés par rapport à ce qu'a fait un auteur qu'on s'approche finalement le mieux de son œuvre. Sur ce, toutes les présentations étant faites, je vous propose d'attaquer sur les conseils d'écriture qu'on peut tirer de cet essai d'Edgar Allan Poe, même si, je me permets encore une dernière précision, dans son texte, il ne donne pas à proprement parler des conseils, il explique plutôt comment lui, il écrit. C'est simplement moi qui prends la liberté de présenter dans cette vidéo différents points de sa méthodologie sous la forme de conseils, parce que ça me paraît plus sympathique à faire que de simplement dire « Poe faisait comme ceci, Poe faisait comme cela », et puis c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc, premier conseil tiré de la méthodologie de Poe, choisissez pour qui vous écrivez. Dans son essai, Poe explique en parlant de son poème Le Corbeau qu'il avait l'intention de composer un poème qui satisfit à la fois le goût populaire et le goût critique. Et c'est de cette intention dont vont découler toutes les décisions qu'il va prendre ensuite, raison pour laquelle savoir pour qui vous écrivez, c'est finalement la première chose à déterminer. En soi, ce conseil, c'est quasiment du marketing puisque ça revient à choisir une cible, à une subtilité près quand même, c'est que si Poe décide lui-même du public pour lequel il écrit, c'est pas dans l'optique de mieux faire la promotion de son poème, mais parce que dans le fond, il a sans doute compris qu'aucune œuvre ne peut plaire à tout le monde et qu'en fonction des connaissances, des codes, de la culture, des attentes, etc. d'un public, un même texte, une même histoire ne produira jamais les mêmes effets. Or, produire un effet, comme on va le voir juste après, c'est le cœur même de la démarche de Poe. Donc pour illustrer cette idée avec un exemple très caricatural, si vous mettez À la recherche du temps perdu de Marcel Proust entre les mains d'un ado de 14 ans qui lit que One Piece, il y a 99% de chances qu'il trouve ça chiant à lire, de la même façon que si vous mettez One Piece entre les mains d'un sexagénaire qui ne jure que par la Pléiade, il y a 99% de chances qu'il trouve ça ridicule. Pourquoi ? Parce que cet ado et ce sexagénaire n'ont pas la même culture, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes codes, n'ont pas les mêmes idées de ce qu'est une bonne histoire, et donc ils façonnent chacun leur goût à leur façon, ce qui fait que lorsqu'ils sont exposés à certaines œuvres, ils ne vont pas forcément y réagir de la même manière. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je m'en fiche de hiérarchiser la culture de l'un par rapport à celle de l'autre, je dis juste que c'est comme ça, une même œuvre ne produit pas les mêmes effets chez tous les spectateurs. Donc bref, pour en revenir à Poe et son poème Le Corbeau, il explique que son intention c'était de satisfaire à la fois le goût populaire et le goût critique, comprenons par là les gens qui ne lisent pas de poésie, comme les érudits qui sont parfaitement habitués à ce genre. Alors petite précision quand même au passage, satisfaire le goût populaire et critique, ça veut pas non plus dire que Poe voulait plaire à tout le monde. Je pense pas qu'il était à ce point naïf ou utopiste. En revanche, ce qu'il veut et ce qu'il souligne avec cette formule, c'est que son poème doit pouvoir être apprécié aussi bien par un lecteur cultivé qui a l'habitude de lire de la poésie que par quelqu'un qui n'en lit jamais. De là découle donc une double contrainte qui va devoir s'imposer à l'écriture, dans le sens où il va devoir être suffisamment original pour éviter tous les clichés, tous les lieux communs qu'un lecteur avisé reconnaîtrait au premier coup d'œil, et en même temps ça l'oblige à une certaine forme de simplicité parce que s'il veut être lu par des lecteurs qui ne sont pas habitués à lire de la poésie, il doit être populaire, il doit faire simple, il doit consentir à être facilement intéressant, sans non plus tomber dans des pauvretés de style qui ennuieraient encore une fois un lecteur érudit. Alors par contre, il précise pas si le fait d'écrire pour le goût populaire et pour le goût critique, c'est un parti pris qu'il avait juste pour ce texte ou s'il le considérait comme une sorte de mode par défaut pour tout ce qu'il écrivait et donc qu'il avait toujours cette intention, mais en tout cas, la première étape
étape pour Poe, c'est celle-là, c'est de choisir pour qui vous écrivez. Mieux vous connaissez votre public, plus vous êtes en mesure de moduler vos effets pour produire dans l'esprit de vos lecteurs les impressions que vous recherchez. Petite précision quand même avant de conclure sur ce point, n'en concluons pas non plus que les seules réponses à cette question de ciblage sont d'écrire soit pour le grand public, soit pour les passionnés, soit pour les deux à la fois. Évidemment, de votre côté, vous pourriez préciser encore davantage avec bien d'autres critères le profil des lecteurs que vous visez. Ensuite, le deuxième conseil de Poe, c'est de commencer votre histoire par la fin. Il dit d'ailleurs clairement: s'il est une chose évidente, c'est qu'un plan quelconque, digne du nom de plan, doit avoir été soigneusement élaboré en vue du dénouement avant que la plume attaque le papier. Ce n'est qu'en ayant sans cesse la pensée du dénouement devant les yeux que nous pouvons donner à un plan son indispensable physionomie de logique et de causalité, en faisant que tous les incidents, et particulièrement le ton général, tendent vers le développement de l'intention. Du coup, le corollaire de ce conseil, c'est aussi de construire un plan pour votre histoire avant de commencer à l'écrire, et si Poe estime qu'il est important de procéder de la sorte, c'est parce que pour lui, tout le déroulement de l'histoire doit finalement mener à la chute, à un climax. Donc là, Poe répond très clairement à une hésitation qui revient souvent chez les jeunes écrivains. Est-ce que vous devez faire un plan de votre histoire avant de l'écrire, ou plutôt laisser l'histoire se dessiner au fur et à mesure que vous l'écrivez? Eh bien, Poe est catégorique là-dessus, il faut façonner un plan avant de passer à l'écriture. Ce qui est amusant aussi, je le mentionne pour prendre de la distance par rapport à l'approche de Poe en fait, ce qu'il fait, c'est exactement le contraire de ce que fait un auteur comme Stephen King. J'ai lu il y a quelques années son essai Écriture, mémoire d'un métier, et dedans Stephen King explique qu'il préfère travailler sans plan, juste il commence avec une situation et il laisse l'intrigue apparaître et se développer au fur et à mesure qu'il écrit. Alors maintenant que j'ai dit ça, que j'ai fait cette opposition entre guillemets entre Stephen King et Edgar Allan Poe, je doute pas une seule seconde qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires que Stephen King fait de la merde à côté de Edgar Allan Poe et donc que sa méthode est nulle juste parce qu'ils aiment pas ce qu'il écrit, ou peut-être que au contraire, si vous aimez pas Poe, vous allez me dire que c'est sa méthode à lui qui est mauvaise. Mais gardons une chose à l'esprit, la méthode et la création, même si elles sont liées, ne sont pas exactement la même chose, donc ne nous laissons pas influencer par l'opinion qu'on peut avoir de ces auteurs, si on en a une, pour préjuger de leur méthode. D'autre part, je préciserai aussi, pour donner du contexte et justifier des partis pris opposés de Poe et Stephen King, que Poe écrivait essentiellement des histoires courtes, comme des poèmes ou des contes, alors que Stephen King fait de la nouvelle mais aussi du roman, et je considère que selon la longueur d'un texte, c'est pas incohérent pour un auteur d'adapter sa méthode. Soulignons aussi que dans l'absolu, il n'y a pas de méthodologie ultime pour écrire, et ce qui compte le plus, c'est surtout qu'un auteur trouve ce qui fonctionne pour lui. Donc si vous trouvez que sans plan, vous partez dans tous les sens et que vous manquez d'inspiration, ça vaut peut-être le coup de définir les grandes lignes de votre scénario avant de commencer à écrire. A l'inverse, si ça vous ennuie d'écrire une histoire que vous connaissez par cœur et que vous préférez vous laisser surprendre au fil de l'écriture, peut-être que c'est mieux, comme Stephen King, de rien planifier du tout. D'autre part, je rappellerai aussi que selon la méthode que vous utilisez, vous n'écrirez peut-être pas forcément la même histoire, ou peut-être pas de la même façon. Peut-être qu'en ayant le climax à l'esprit, vous allez créer une intrigue un peu trop évidente, un peu trop convenue, et qu'au contraire, en improvisant le scénario au fil de l'écriture, vous allez réussir à créer des rebondissements cohérents et imprévisibles qui mèneront à une fin tout à fait satisfaisante et originale. Ou alors, en improvisant, vous allez peut-être empêtrer vos personnages dans des situations qui n'ont ni queue ni tête, raison pour laquelle, encore une fois, vous aurez peut-être besoin d'un plan pour donner une direction à votre récit. Dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. En revanche, je trouve toujours ça intéressant de savoir comment un auteur s'y prend très précisément pour construire une ou des histoires données. En l'occurrence, Poe est un adepte de la préparation, de la planification, et son secret à lui pour écrire une histoire avec un climax, c'est d'imaginer le climax en premier et ensuite de construire toute l'histoire qui y mène. Ensuite, sans transition, conseil numéro 3 d'Edgar Allan Poe, qui est en quelque sorte l'élément le plus important de toute sa démarche et qui est lié dans une certaine mesure au conseil numéro 2, choisissez un effet à produire. Alors qu'est-ce que ça veut dire choisir un effet à produire? Ça veut dire que vous devez déterminer quelle impression vous voulez laisser dans l'esprit de vos lecteurs à la fin de la lecture. Poe explique notamment: pour moi la première de toutes les considérations, c'est celle d'un effet à produire. Parmi les innombrables effets ou impressions que le cœur, l'intelligence ou, pour parler plus généralement, l'âme est susceptible de recevoir, quel est l'unique effet que je dois choisir dans le cas présent? En l'occurrence, pour le poème Le Corbeau, il explique que ce qu'il veut, c'est provoquer un sentiment de mélancolie au cours et à la fin de la lecture, et du coup, de l'effet qu'il vise à produire découle le ton, l'atmosphère de son histoire. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que Poe fixe une intention très claire, un objectif en termes d'émotion à faire ressentir, et ensuite il va déployer les moyens qu'il faut pour provoquer cet effet. Il fait donc l'inverse d'un poète qui ne se poserait pas de questions, qui écrirait les choses qui lui viennent à l'esprit telles qu'elles se présentent à lui, et constaterait à la fin qu'il a écrit par exemple un texte mélancolique, alors que c'était pas forcément son objectif, peut-être parce qu'il n'avait même pas d'objectif.
Pour compléter ce point, je dirais aussi que dans ce conseil, ce qu'on peut inclure au-delà d'un effet à produire, c'est que vous devez fixer un ton, un genre, un style finalement à votre histoire, même si Poe n'emploie pas forcément exactement ces termes, je trouve que ça se rapproche quand même de son idée. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire rire, vous allez vous orienter sur un ton proche de la comédie. Si vous voulez faire réfléchir, questionner, vous allez peut-être vous diriger vers quelque chose qui sera proche de la fable. Si vous voulez émouvoir, vous allez peut-être vous orienter vers la tragédie ou le drame. Et si vous voulez mixer des émotions, peut-être que vous allez mélanger des tons, des styles pour les marier harmonieusement. Je reste ici assez général, on pourrait préciser encore plus finement ces impressions, ces effets à produire, mais vous comprenez où je veux en venir. Poe choisit consciemment les sentiments qu'il veut transmettre à ses lecteurs, de même que le ton, le style de ses histoires, plutôt que de les laisser s'imposer à lui pendant qu'il écrit. J'en arrive maintenant au conseil numéro 4, définissez la longueur de votre texte avant de commencer à l'écrire. Encore une fois, Poe continue à planifier soigneusement ses histoires et il a notamment une justification pour expliquer pourquoi il se pose des questions sur la longueur. Si un ouvrage littéraire est trop long pour se laisser lire en une seule séance, il nous faut résigner à nous priver de l'effet prodigieusement important qui résulte de l'unité d'impression. Donc en fait, Poe prend en compte le fait que son histoire puisse être lue en une seule séance de lecture ou doivent en nécessiter plusieurs parce que dans le premier cas, le lecteur est en quelque sorte captif de son univers jusqu'au dénouement final, alors que dans le second, il y entre et il en sort éventuellement plusieurs fois, ce qui peut altérer son expérience de lecture. Encore une fois, le fait de définir la longueur en amont de la rédaction, ça va l'aiguiller tout au long de l'écriture pour concourir à l'effet exact qu'il recherche. Donc pour Le Corbeau, il explique qu'il projette d'écrire environ 100 vers, le poème final en fait 108, ce qui signifie que le poème se lira en une seule séance. Gardons aussi à l'esprit une chose quant à ce conseil, c'est que Poe, comme je l'ai dit, a surtout écrit des histoires courtes. Il y a seulement une seule de ses œuvres qui peut s'apparenter à un roman. Ça ne veut pas dire que toutes ces histoires peuvent se lire en une seule séance de lecture, mais c'est plus pour donner du contexte par rapport à cette préoccupation de Poe quant à la longueur. Après, évidemment, si de votre côté vous écrivez un roman, personne ne le lira en une seule séance, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il est absurde d'en prévoir la longueur en amont de l'écriture, notamment par exemple pour placer plus finement certains rebondissements de façon équilibrée. Ça peut vous éviter par exemple d'avoir 3 retournements de situation dans le même chapitre au point d'essouffler vos lecteurs et puis ensuite d'enchaîner avec 300 pages où l'intrigue n'avance plus du tout. Conseil numéro 5, choisissez le ou les procédés techniques sur lesquels va reposer votre histoire. Ici, avec Le Corbeau, Poe choisit de construire son poème autour d'un refrain. En fait, il a une approche où une figure de style, un procédé technique, provoque un ou des effets particuliers et selon les effets qu'il veut provoquer, il remonte jusqu'au procédé qui lui permet de le concrétiser. Et en l'occurrence, il considère qu'utiliser un refrain dans son poème va lui permettre d'appuyer le sentiment de mélancolie qu'il cherche à transmettre. Ça, c'est intéressant parce que je prends un peu de distance avec le texte, mais souvent les gens vont se dire, si j'écris un poème, il faut forcément que je mette des rimes, que j'utilise un système métrique fixe, etc. Mais en fait, si on a une approche telle que celle de Poe, tout ça, les rimes, la métrique, la forme d'un poème, etc., ce sont finalement des outils à notre disposition qu'on peut choisir d'utiliser ou non, selon s'ils concourent à l'effet qu'on vise à produire. Peut-être que parfois mettre des rimes ça va renforcer votre texte, mais peut-être que parfois ça va aussi l'éloigner de ce que vous voulez faire ou même ça va l'alourdir. Et Poe va vraiment loin dans cette démarche parce que c'est pareil mais il choisit les sons de ses rimes en accord toujours avec l'effet qu'il vise à produire. Il explique notamment que pour créer l'ambiance de mélancolie qu'il imagine, certaines sonorités vont mieux marcher que d'autres et il en conclut que ce qui convient le mieux pour le poème du Corbeau c'est d'avoir des rimes composées d'un O long parce que c'est la voyelle en anglais la plus sonore selon lui et il va l'associer à un son consonne en R parce qu'il l'estime vigoureux et c'est comme ça qu'il en vient à trouver le mot nevermore qui veut dire jamais plus et qui va conclure un grand nombre de ses strophes. Pour faire une petite comparaison, ce qu'on peut dire c'est que Poe choisit en fait ses procédés d'écriture comme un peintre choisirait ses couleurs en accord avec l'esthétique qu'il recherche. S'il veut faire une peinture qui évoque la violence, il choisira par exemple des teintes très rouges parce que c'est évocateur du sang dans l'esprit collectif. Néanmoins, si je prends cet exemple, c'est pour mieux souligner une limite qui est que parfois il peut y avoir un côté subjectif dans l'association d'un procédé technique avec l'effet qu'il produit. Par exemple, le rouge, c'est la couleur du sang, donc on peut l'associer à des choses très négatives comme la violence ou la mort, mais c'est également une couleur qu'on peut associer à des choses positives comme l'amour, et donc c'est pour ça que, dans le fond, un procédé technique ne produit pas forcément le même effet selon le contexte dans lequel on l'utilise. Autre chose aussi que je veux mentionner, c'est que si tous les peintres symbolisent la violence avec du rouge, au bout d'un moment, ça peut avoir un côté presque cliché, et limite un peintre qui peint la violence en vert apportera peut-être un vent de fraîcheur et d'originalité extrêmement bienvenu,
même si un tel choix peut paraître illogique du point de vue de la raison. Je dis pas ça parce que je trouve la méthodologie de Poe absurde, mais simplement pour la questionner, pour en éprouver les éventuelles fragilités et pourquoi pas y parer en prenant peut-être de temps en temps des décisions qui échappent à toute logique. Ensuite, conseil numéro 6, donnez forme à votre histoire à partir du squelette ou du plan que vous avez élaboré. En gros, chez Poe, les personnages sont des conséquences, des impressions, des propos autour desquels il a décidé de construire son histoire. Finalement, ce sont tous des allégories dans le sens où il construit des représentations concrètes à partir des éléments abstraits qu'il a décidés. Par exemple, il veut exprimer la mélancolie, qui est un concept abstrait. Comment rendre ça concret? Eh bien, il explique que mettre en scène un homme dont la femme est récemment décédée et qui ressent une certaine nostalgie en évoquant son souvenir, c'est un excellent moyen d'y parvenir. Bref, il part du principal pour aller vers le détail et toutes les décisions qu'il prend en termes de construction de la narration découlent des intentions qu'il s'est fixées. Enfin, dernier conseil, le numéro 7, commencez par écrire un passage qui permet de fixer le ton. En fait, dans le cas du Corbeau, Poe ne commence pas l'écriture de son poème par le premier vers de la première strophe, il commence par écrire au contraire l'une des dernières strophes et il explique qu'il fait ça pour fixer le ton et l'intensité qu'il recherche, ce qui va lui permettre ensuite de moduler l'intensité qu'il met dans les strophes précédentes. Alors dans l'absolu, je considère pas forcément qu'il faut voir là-dedans une nécessité d'écrire la fin avant le début et je considère que cette façon de faire a surtout du sens pour un poème dans lequel justement il faut faire des choix en termes de métrique, de rime, de longueur des strophes, etc. qui vont se répéter dans l'ensemble du texte. Mais ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est surtout le fait que d'abord, Poe ne cherche pas forcément à commencer par le début et ensuite qu'il écrit ce passage comme pour accorder son poème. C'est une sorte de strophe test qui lui permet de calibrer à petite échelle tout ce dont il a convenu pour son texte et de vérifier que ça fonctionne correctement. Sur ces belles paroles, j'ai fait le tour des principaux conseils que je peux tirer de la méthodologie de Poe pour écrire un poème ou une histoire. Bien entendu, j'ai pas forcément développé tous les points qu'il aborde dans son essai, donc vraiment je vous conseille de le lire si vous voulez en savoir plus sur sa philosophie de la composition et surtout sur la façon dont il a écrit précisément Le Corbeau. Néanmoins, avant de vous laisser, j'ai quand même envie de souligner que au final, ce texte de Poe est bien un essai qui relate de ses idées sur la composition, qu'une méthodologie très claire détaillant la construction d'un poème, même si je voulais un peu présenter en ce sens, parce que selon moi, il manque pas mal de choses pour en tirer une méthodologie vraiment précise et rigoureuse. Par exemple, quand Poe explique qu'il cherche un procédé technique sur lequel va reposer son poème, il dit qu'en l'occurrence, il choisit le refrain, mais il fait pas non plus la liste de tous les procédés techniques qu'il pourrait utiliser, ainsi que les effets qu'il produirait. Raison pour laquelle son essai, même s'il donne une idée de sa méthodologie, reste tout de même assez imprécis en tant que méthode. Bon après, évidemment, même malgré cette petite critique, je considère que ça reste un texte très intéressant à étudier parce que finalement, à ma connaissance, il n'y a pas tant de poètes ou d'écrivains, surtout à son époque, qui se sont confiés avec autant de transparence sur leur méthode de composition. Et j'en reviens du coup à la question que je posais au début de la vidéo, est-ce que comme Baudelaire le suggère dans sa préface, Poe s'est finalement fait moins inspiré qu'il ne l'était pour donner la part plus belle à sa volonté et à son travail? Personnellement, je suis tenté de dire oui dans le sens où, même si on part du principe que Poe est totalement honnête dans son essai et que consciemment il était persuadé que toute sa création littéraire était le fruit d'un processus parfaitement réglé, il y a des décisions qu'il prend, des idées qu'il a à plusieurs reprises que sa méthodologie seule ne suffit pas à expliquer. Par exemple, quand il cherche une rime en O et en R qui colle à l'esprit de son poème, il écrit « Dans une pareille enquête, il eût été absolument impossible de ne pas tomber sur le mot nevermore, jamais plus. En réalité, il fut le premier qui se présenta à mon esprit. » Alors en soi, le mot nevermore en anglais est peut-être l'un des premiers qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui effectivement s'imposerait les mêmes contraintes, mais il se peut aussi que quelqu'un, en suivant exactement la même méthodologie, ait une idée différente et choisisse un tout autre mot. Et c'est ça justement ce qu'on appelle l'intuition ou l'inspiration. C'est l'éclatement imprévisible d'une idée dans la conscience à un instant précis. C'est le fait d'avoir cette idée-là maintenant et surtout d'avoir une idée différente de celle qu'on aura peut-être demain ou que pourrait avoir une toute autre personne dans la même situation. Et donc c'est pour cette raison que j'adhère finalement assez peu à la position catégorique de Poe sur le fait que l'inspiration, l'intuition n'interviennent jamais dans un processus créatif. Quand il écrit notamment le fait est que l'originalité, excepté dans des esprits d'une force tout à fait insolite, n'est nullement, comme quelques-uns le supposent, une affaire d'instinct ou d'intuition, je suis pas d'accord. D'abord parce que, à mon sens, même une méthodologie extrêmement rigoureuse n'exclut pas l'intervention de ce qu'on appelle l'inspiration ou l'intuition, comme je viens de le montrer. Et ensuite parce qu'il est tout à fait possible d'être traversé par des idées extrêmement créatives sans les rechercher consciemment, de même qu'il est possible de créer quelque chose de façon finalement intuitive, chaotique, donc sans avoir forcément
forcément suivi une méthode. Ceux qui commencent à me connaître savent que j'ai plutôt tendance à produire une pensée assez nuancée par rapport au sujet que j'aborde, et celui-ci n'y fera pas exception. Pour répondre rapidement au dilemme inspiration-travail que je posais en début de vidéo, à mon sens, pour créer, il faut toujours à la fois un peu de travail et un peu d'inspiration. En revanche, la subtilité que je soulignerai, c'est que le poids du travail et le poids de l'inspiration dans un processus créatif sont en fait le plus souvent amenés à varier. Parfois c'est miraculeux, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire et on crée un peu comme par magie quelque chose de très bien, très facilement. Donc on crée avec beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition et finalement peu de travail et de méthodologie. Et puis parfois on n'a aucune idée, aucune intuition, rien ne vient et il faut travailler un peu plus pour produire quelque chose d'honorable. Et dans ce genre de situations, qui sont d'ailleurs chez moi finalement les plus fréquentes, il n'y a pas de secret, comme Poe, il vaut mieux recourir à une méthodologie et se mettre très sûrement au travail. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'en termes de processus créatif, il y a plein de modèles possibles et surtout, ils ne s'excluent jamais les uns avec les autres. Il n'y a pas de modèle, à mon sens, dans l'absolu supérieur et je considère que la vision la plus enrichissante à ce niveau, c'est juste de considérer chaque process de création possible comme un outil que vous pouvez utiliser ou non selon vos forces, vos faiblesses, vos objectifs, etc. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous voulez encore plus de contenu sur l'écriture, la littérature, je vous invite chaudement à vous abonner à ma newsletter dont le lien est dans la description. Et enfin pour finir, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.